Hello and welcome back to the Paris Air Forum. My name's Tim Heath. Bonjour, nous sommes au Forum de Paris. Je représente Reuters. Nous avons une table ronde illustre cet après-midi pour parler de la question de la durabilité. Bien entendu, c'est le sujet de la journée. Je souhaiterais présenter les intervenants. Ce ne sera pas forcément dans le bon ordre, mais en tout état de cause, l'ordre dans lequel nous sommes assis. Donc, Julie Kitcher, elle est vice-présidente exécutive communication, développement durable et affaires corporates chez Airbus, responsable de la question de la durabilité. Elle a pu inaugurer le sommet Airbus. Elle est au sein de la société depuis 20 ans avec un actif financier. Et a traversé les moments forts au sein du groupe. Chris Raymond, Boeing, grand avionneur, responsable du développement durable, chargé de la durabilité des entreprises mondiales. Il a occupé des rôles stratégiques et il a évolué dans la sphère de la défense, travaille sur les systèmes autonomes, une technologie, n'est-ce pas, très intéressante dans le cadre de nos débats actuels. Raymond van de Zon, directrice de la stratégie durable de KLM, opérateur néerlandais, elle travaille depuis 2017, elle est responsable de la durabilité, la question de la durabilité de cette entreprise dans un marché où la durabilité revêt, prête à polémique, n'est-ce pas? Elle est responsable également de la question de la durabilité et l'inscrire dans chaque prise de décision de la société. Et le déplacement durable devait être la norme. Et je pense que tout le monde souscrit à ce souhait. Voilà, donc on nous demande aujourd'hui de parler de la question, de savoir si l'Europe a laissé derrière dans cette évolution vers la durabilité dans la sphère de l'aviation. Alors c'est une thématique fort complexe s'il en est. Oh mince, je vous ai oublié, je suis désolé, j'ai mélangé les fauteuils et donc voilà, ça m'a mené dans le mur. Jonathan Wood, excusez-moi, comment ai-je pu vous oublier? Vice-président du combustible durable chez Nestlé, auparavant un long parcours chez BP, y compris chez RBP. Vous êtes impliqué dans les fusions-acquisitions et je pense que vous êtes dans la filière de l'énergie depuis au moins 30 ans. Voilà. Donc, il n'y a personne mieux à même de formuler des commentaires fort intéressants sur ces questions. Donc, l'Europe versus les États-Unis. Bien, nous le savons, que l'aviation est responsable de 3% des émissions totales et la filière souhaite atteindre le net zéro d'ici 2050. Alors, la loi de la réduction de l'inflation 360 milliards de dollars de subventions vertes, c'est un jalon dans l'histoire juridique des États-Unis. Et nous, les autres Européens, sont inquiets des produits fabriqués à 100% aux États-Unis pourraient attirer des compagnies qui vont quitter les territoires européens et rendre les États-Unis florissants comme terrain de jeu très vertueux en matière écologique. Alors, c'est intéressant d'envisager vos différentes visions sur le carbone zéro. Donc, Julie, j'en viens à vous dans un premier temps. Je sais que le système d'encouragement aux États-Unis revêt un intérêt considérable au sein de la filière, mais en Europe, on s'inquiète de la compétitivité des entreprises européennes. Donc là, vous êtes un turiféraire de la filière en Europe. L'Europe a tout faux. Merci et bonjour à tout le monde, ravi d'être parmi vous. Alors c'est une question très intéressante, très riche et en fin de journée, en fin de compte, je pense que cela revient à la compétitivité pour une filière planétaire. Regardez la chaîne de valeur, elle est mondiale, l'empreinte des industriels des équipementiers, c'est planétaire, les clients sont partout dans le monde et quand vous montez dans un avion,
solution, il va partout dans le monde. Donc voilà, le fait est qu'il convient de trouver des solutions qui sont faisables, qui sont susceptibles de s'appliquer partout dans le monde. Dès lors, l'AGM AERTA en 2021, à l'époque à laquelle les compagnies ont signé l'engagement net zéro 2050, et en fait, chaque nation, chaque pays, chaque compagnie aérienne, ils vont évoluer à une vitesse distincte, mais au fond, ils vont converger vers le même but, c'est-à-dire décarboniser le secteur de manière à pouvoir prendre l'avion de façon décarbonisée aussi rapidement que possible. Et cela nécessitera plusieurs bâtons, plusieurs carottes. Il faudra avoir un terrain équitable mondial. Alors, je suis désolé, je fais cette image footballistique. Ce serait comme si sur un terrain de foot, il y aurait une équipe qui jouerait au foot et l'autre équipe jouerait le foot américain. Les règles sont immiscibles et le terrain est différent en fin de compte. Donc, comment arriver ensemble au but? Alors, les mandats se sont avérés très utiles pour ce qui est de certains accords, mais cela signifie que d'ici 2030, si nous voulons avoir 10% de combustible durable dans le mix, c'est 30 millions de tonnes de combustible. Mais nous en étions en deçà du seuil d'1 million en 2022. Alors comment y arriver avec un mécanisme où les compagnies aériennes se voient demander de off-take et les fabricants de combustibles sont incités à produire, mais sur un plan concurrentiel, parce que c'est une industrie mondiale. Si vous êtes une compagnie qui fait voler des avions dans les airs, dans les cieux américains ou chinois ou européens, mais à des coûts variables, certains intervenants en ont parlé, évidemment, ça déséquilibre les dynamiques concurrentielles de la filière. Bon, très bien, merci de votre métaphore footballistique. Je soutiens l'équipe de Chelsea, donc voilà, j'y suis sensible. Chris, je me tourne vers vous. La question, me semble-t-il, est celle-ci. Vous représentez les États-Unis sur ce podium, mais je sais que votre vision est plus vaste sur un bon nombre de ces points, mais les États-Unis ont avec cette loi, va l'emporter sur les autres? Non, c'est pas mon avis. Je suis dans la filière depuis 37 années. Bon, c'est un biais, en effet, mais les commentaires apportés ce matin, on l'a vu, n'est-ce pas, le sondage ce matin de l'IFAP, les pays se rendent compte que l'aviation, c'est important pour jeter les passerelles entre les cultures et attirer la nouvelle génération de talents pour nous permettre de remédier à ces problématiques. Parce qu'il y a ces problématiques, 2,5% des émissions carboniques, mais il faut détacher cela de notre croissance. Mais regardez ce qui se passe dans notre filière. Regardez, c'est positif. Nous attirons des investissements, des grands talents, même sur la question des combustibles durables. Regardez, là où nous en étions il y a un an et comparé à des créations de capacités, le travail politique fait à travers le monde, mais à des cadences variables, certes, mais tout cela, ça stimule une dynamique. Nous serons jugés sur ce que l'on fait, mais regardez la dynamique. Jonathan sera plus à même de le commenter, mais je pense que le secteur a beaucoup évolué en l'espace d'un an. Nous en voyons les effets positifs sur le territoire américain à l'échelon de l'État, et à l'échelon fédéral et local. Bon, c'est un problème. Et il faut quand même trouver ce combustible durable. Il faut réduire nos émissions carboniques. Donc, la politique qui nous permettrait de créer un système où on ne va pas être pénalisé moyennant l'utilisation de combustible durable, et quand celui-ci est utilisé, on doit le célébrer parce que cela s'avérera de plus en plus important si on veut voyager de plus en plus. Alors vous faites partie de ce système européen qui est doté de ce mandat. Votre groupe a décidé d'aller au-delà des seuils des 6% d'ici 2030. Vous êtes fixé
l'objectif de 10%. La démarche de l'Europe, elle est bonne parce que vous êtes allé au-delà de cela, n'est-ce pas? Alors, je souscris à la politique européenne. Celle-ci pose une base, jette des fondements, mais il faut aller plus loin. Si vous regardez l'accord de Paris, par exemple, et les objectifs climatiques, c'est ainsi que nous avons retenu ce serait plus ambitieux de 10%. Mais il y a aussi des objectifs ancrés par la science. Mais pour parvenir à ces émissions facultatives, il faut avoir davantage de soutien politique. C'est une conjonction de la croissance de la demande, de savoir si les passagers sont enclins à payer. Cela nous permettra ou non de parvenir à notre objectif. C'est aussi une façon d'établir un terrain équitable d'un point de vue européen. C'est essentiel, ce terrain équitable, parce que les compagnies aériennes ne se sont pas donné des objectifs aussi robustes que nous, en matière de combustible durable ou des seuils de 10%. Mais je pense que les uns et les autres devraient faire plus pour atteindre ces objectifs. Mais en tant que fabricant, ce climat réglementaire, ces écarts réglementaires en matière du climat, en quoi est-ce que cela exerce une incidence sur là où vous allez investir? Bien entendu, il y a des effets. Nous sommes en présence d'une tâche à travers le secteur de faire monter en puissance, autant que faire se peut, aussi rapidement que possible, les réductions carboniques en important les combustibles durables. Peu importe la provenance, mais il faut satisfaire ces critères. Et la situation avec les énergies fossiles, c'est que l'effet carbonique ne se reflète pas dans les prix. Donc en fait, tout cela, ça constitue une dynamique. Le marché, en fin de compte, et la compétition, les règles concurrentielles doivent s'appliquer. Alors, nous avons fait la démonstration, n'est-ce pas, du génie humain trouve les solutions. Et c'est critique pour lancer la bonne dynamique, pour stimuler l'offre et stimuler la demande en face. Mais je dirais qu'il faut reconnaître qu'il y a des aires géographiques ont une réalité différente. On ne peut pas s'attendre nécessairement à ce qu'il y ait le même degré d'investissement. Et l'UE n'est pas un État, donc il faut vivre avec ces réalités. Mais avec le temps. Si une démarche s'avère porteuse et plus porteuse, cela va se voir. Et cette recette gagnante sera appliquée ailleurs. Vous parlez de l'Europe versus les États-Unis, mais qu'en est-il de la Chine, l'aire géographique la plus vaste du monde? Et là, ils regardent ce qui se passe ailleurs, les Chinois. Mais la temporalité, il faut agir maintenant. Et on n'a pas le temps de trouver la martingale maintenant. Il ne faut pas attendre 10 ans. Parce qu'on sera au-delà de l'impossible à ce moment-là. Deuxièmement, l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Les États-Unis ont fait la démonstration de l'ambition avec 3 milliards de gallons, cet objectif d'ici 2030. Alors 6%, est-ce que c'est suffisamment ambitieux? Je ne sais pas, je m'interroge. Et 6% en 2030, 2029, c'est 2%. Voilà, donc les compagnies aériennes se fixent des objectifs bien au-delà de ce que donnent les politiques. Et Nestlé, d'ici un an, aura une capacité de production qui dépassera le mandat européen en 2029. Donc, l'ambition, voilà. Et puis ensuite, l'ouverture. Il y a des multiplicités de façons de parvenir à cet objectif. Il faut que l'homme marche et il faut qu'on laisse au marché de vivre. Il ne faut pas mettre des plafonds sur certaines denrées parce qu'on estime qu'elles ne sont pas durables. Si elles ne sont pas durables, chacune de ces technologies, chacune de ces sources d'alimentation doivent trouver leur propre chemin. Et peut-être que les solutions vont nous permettre d'y arriver, mais il ne faut pas caper les solutions qui sont capables d'être montées en puissance sur le plan commercial, ambition, temporalité, et soyons ouverts à nos différentes politiques. Donc, vous voulez dire que, par exemple, selon les règles européennes, il y aura des pourcentages de SAF qui seront dans ces objectifs et votre participation au sein de ces objectifs. Est-ce que vous pensez
Est-ce que vous savez bien si les politiques décident ce que doit être la solution technologique? Je pense que le plus important, c'est d'aller plus loin avec le changement des carburants et la proposition d'un nouveau carburant, et il faut les mettre en œuvre. Personne ne sait quelle est la meilleure réponse pour 2035 ou 2040 ou 2050. On ne sait pas quelle est la meilleure réponse. Quelle sera la meilleure réponse? Actuellement, la technologie de carburant liquide de SAF est peut-être très bien. Capter du carbone dans l'air, peut-être. Avoir beaucoup d'énergie à bas coût. Capter le carbone, cela paraît très bien, mais cela va coûter beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher que les carburants disponibles aujourd'hui. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore construit une usine pour le faire. Donc, voyons comment les choses se développent. Donc, parlons maintenant d'où nous en sommes actuellement et quels sont les cheminements possibles pour arriver là où on veut être. En tant que compagnie aérienne, où est-ce que vous en êtes? Dans quelle mesure est-ce que vous utilisez le SAF? Qu'est-ce qui se passe quand vous appelez un producteur et vous dites « j'ai besoin de plus de SAF » C'est impossible actuellement à obtenir plus de SAF? Dans les dernières années, oui, c'était très difficile d'obtenir plus de SAF, puisque chez KLM, on a déjà commencé à utiliser du SAF depuis 2011. Et à cette époque, c'était un tout petit pourcentage. Même maintenant, l'année dernière, on était un des plus grands utilisateurs de SAF au monde, et c'était seulement 0,8% de notre utilisation totale. Donc, c'est minuscule. Des petites gouttes de SAF, mais en général, en ce qui concerne ce qui est disponible partout dans le monde déjà, c'était quand même pas mal. Donc, je peux vous donner des chiffres pour Air France et KLM. Lorsqu'on regarde l'utilisation totale de carburant, les carburants standards représentent 3% de l'utilisation totale. Pour le SAF, cela représente 17% du SAF disponible partout dans le monde. Donc, nous sommes parmi les leaders dans ce domaine quand même. Nous savons que 17% du total n'est pas suffisant. On doit arriver à 10% de SAF dans notre utilisation totale. Et donc, comme cela, d'ici 2030, on va pouvoir augmenter et monter en puissance. Vous parliez de 2029, ce sera à 10%, 2% qui sera une obligation, 2% d'utilisation de SAF. Mais dans 2030, il faut dépasser à 6%. Et 5 ans plus tard, il faut dépasser à 20% de plus. Donc, c'est une montée en puissance très raide. Et il va falloir du temps pour développer ces plans SAF et les mettre sur le marché. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir ces incitations disponibles pour que cela arrive en 2030, effectivement. Est-ce que ça doit être des incitations? Et si le marché paye le prix nécessaire pour stimuler la production? Si le prix monte, les gens devraient produire plus. C'est ce que dirait un puriste des marchés. Oui, mais la question c'est, le prix doit être exprimé quelque part dans le prix du billet d'avion. Nous avons commencé en disant que le client devait s'habituer à une partie du coût du SAF dans le billet, mais à l'avenir, cela devait être une composante standard du prix de ticket. Donc le billet sera plus cher puisque le pourcentage de SAF va augmenter. Par exemple, aujourd'hui, les vols au départ d'Amsterdam représentent 1% des carburants dans le prix du ticket. Donc, ça varie entre 3 ou 4 euros par billet. Vous imaginez ce qui pourrait se passer si vous augmentez cet 1% jusqu'à 10 ou 30%. Donc, ce coût doit être exprimé et reflété quelque part. Les gens sont prêts à payer assez cher pour voyager. Est-ce que vous avez fait de la recherche pour voir combien les gens sont prêts à payer pour refléter le prix de la carbone des SAF? Il y a une différence entre ce que les gens disent être prêts à payer et ce qu'ils sont effectivement prêts à payer. Puisque un certain pourcentage des clients pourraient choisir le SAF comme une option pour la réservation, mais c'est un tout petit pourcentage de nos clients quand même. Donc, il y a un sacré défi ici aussi pour faire participer les clients. Julie, quel est le rôle du fabricant d'avions? Je sais que vous avez parlé de vos ambitions technologiques, ce qui concerne la durabilité, mais le SAF n'est pas votre produit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter le niveau d'utilisation? Effectivement, ce n'est pas notre produit.
Il faut revenir, c'était d'une ambition collective en commençant avec la transparence et c'est pour cela que dans le périmètre 1, les émissions périmètre 1 et périmètre 2 sont communiquées de façon très transparente pour pouvoir mettre les faits sur la table et ainsi on va pouvoir démontrer les progrès accomplis jusqu'en 2030 et jusqu'en 2035. Nous allons réduire le périmètre 3 de 46%. C'est notre engagement sur notre trajectoire. Donc, nous nous tenons comme étant responsables d'atteindre cet objectif. Ce qui est très passionnant, c'est que les réponses sont là. Nous savons comment le faire. Donc, au niveau technologique, nous avons les technologies, nous avons notre feuille de route technologique. On a déjà entendu aujourd'hui que 75% de la flotte aujourd'hui au niveau mondial utilise une technologie ancienne. Donc, c'est un levier énorme. Au fur et à mesure que le cycle de remplacement va continuer à se déployer, nous avons besoin d'une triangulation de la technologie et les développements futurs de la technologie avec la transition mondiale des carburants qui va demander un investissement de plusieurs milliards d'investissements. De partir de 80% de carburants fossiles actuellement sont utilisés. Et cela doit devenir des énergies renouvelables d'ici 2050 avec le cadre politique qui doit exister. Nous avons les moteurs. Nous maintenant devons mettre en place les bonnes politiques et les bons moteurs et les bons facteurs en place pour pouvoir faire en sorte que chacun soit responsable et travaille dans le bon écosystème et investir là où il est utile d'investir dans la chaîne de valeur, de travailler avec des instituts de recherche sur la certification des itinéraires différents. Jonathan est un expert là-dedans. Il y a plusieurs itinéraires qui ont été validés. Il y a d'autres cheminements qui vont être validés. À l'avenir, nous avons les solutions hydrogène qui vont arriver et ensuite les technologies d'élimination de la carbone et les marchés correspondants qui vont exister. Comment travailler sur un niveau collectif avec des équipementiers de moteurs, les avionneurs, les clients, les producteurs de carburant et les instituts de recherche et les décisionnaires pour pouvoir créer quelque chose qui sera durable à long terme. On parle des États-Unis contre l'Europe. L'Europe était le premier à partir avec le rapport de destination 2050 et les engagements. Nous avons des bonnes perspectives d'incitation, mais peut-être à trop court terme. Est-ce que cela va être quelque chose qui va durer assez longtemps, jusqu'en 2050, pour atteindre la cible? Puisque les décisions que nous prenons aujourd'hui sont très importantes dans une industrie avec des cycles longs. 2030, c'est demain, et 2050, c'est la journée après-demain. En ce qui concerne l'industrie aéronautique. Donc, il est important qu'on joue chacun notre rôle. Chris, vous avez parlé beaucoup de SAF pour des raisons dont on va pouvoir parler un peu plus tard. Mais c'est intéressant ce que disait Julie. On appelle cette loi la loi de réduction de l'inflation. Peut-être la durabilité n'est pas en fait l'idée centrale derrière cette loi. Est-ce que cette politique est un peu trop court-termiste? Et que fait Boeing pour promouvoir cet écosystème autour de SAF? Je dirais tout d'abord qu'il faut investir dans les personnes. Nous avons ajouté à notre équipe technique avec des experts sur la chimie des carburants. Nous avons toujours eu des ingénieurs qui travaillent la chimie des carburants. Nous avons renforcé cette équipe puisque nous pensons qu'un jour, on aura plus de possibilités pour développer des carburants pour satisfaire les besoins des réglementations. On a besoin de mettre plus de carburant sur cette voie de développement. Deuxièmement, nous avons plus investi sur les personnes qui travaillent au niveau politique aux États-Unis et partout dans le monde. Nous avons renforcé notre capacité puisque il est important d'investir dans cet aspect des carburants. Et concernant l'IAEA, ce qu'il a fait de bien, c'était spécifique aux aviations. Il a parlé
de l'industrie de l'aviation, spécifiquement en disant qu'il fallait créer des effets bénéfiques pour l'industrie aéronautique. Et je pense qu'on a vu que l'industrie aéronautique et l'industrie de l'énergie se sont mises ensemble pour travailler dans ce domaine. Donc, il faut mettre à l'échelle le travail dans ce domaine pour rassembler les décisionnaires, les industries de l'énergie et les industries de l'aéronautique. Ensuite, il faudrait qu'on investisse dans un modèle économique avec les décisionnaires pour montrer que il est très important de mettre à l'échelle le SAF. Je ne suis pas contre l'électrique ou l'hydrogène. Il faut juste imaginer que pour tous les avions que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir plus de SAF pour pouvoir avoir un impact sur l'empreinte carbone d'ici 2050. Et enfin, nous sommes un usager de carburant. Nous ne sommes pas au niveau de KLM, mais on doit également comprendre comment l'acheter. Nous avons augmenté nos achats de SAF pour que toutes nos utilisations de carburant soient durables. Nous avons beaucoup appris sur comment mieux acheter le SAF pour avoir les relations pour pouvoir l'acheter. Et ensuite, bien sûr, on essaie de l'utiliser dans nos avions et nous essayons de voir les effets dans nos programmes de démonstration. Bien sûr, le SAF va jouer un rôle très important dans notre industrie. Il n'y a qu'à regarder les annonces aujourd'hui en France. C'est fantastique de voir que l'industrie se rassemble autour de cette question. Ce n'est plus une question de savoir si ça marche au niveau technique et si on sait le qualifier. Il n'y a plus de questions là-dessus. En 2006, il y avait des questions de ce domaine. Maintenant, les questions, c'est comment on obtenait plus et combien ça coûte. Donc maintenant, on travaille sur un problème de capacité de production et c'est un problème économique, mais on progresse. Merci. Je voulais obtenir les points de vue de tout le monde. Et ensuite, revenir au point de départ, le plus grand producteur de SAF. Jonathan, est-ce que vous pourrez nous parler de ces cheminements qui sont les plus intéressants pour vous? Dans quelle mesure est-ce que le processus actuel HEFET, basé sur le pétrole et les matières grasses, peut nous aider? Et quelle sera la prochaine démarche? Très bien. Donc, je vous ai parlé un petit peu aujourd'hui de cela lorsque je parlais des technologies de protection à l'avenir. En fait, il y a 7 façons différentes qui ont été approuvées à travers l'Organisme mondial de certification des équipementiers pour avoir un mélange de jusqu'à 50%. Aujourd'hui, nous progressons bien, mais nous avons besoin d'aborder cette question sur les méthodes de protection différentes et produits utilisés. Ces produits ne sont autorisés que lorsqu'ils sont mélangés avec des carburants fossiles. Avec les équipementiers et les producteurs de carburant, on doit trouver un moyen de pouvoir arriver à un produit, un carburant qui sera 100% renouvelable. Et ça, c'est un travail à long terme. On parle de 20 ans dans l'avenir. Actuellement, on utilise ce qu'on appelle des déchets, des biodéchets, et on les obtient à petite quantité. C'est une activité de l'alimentation très fragmentée. Donc, cette chaîne logistique, on pense que selon les études, il existe peut-être 40 ou 50 millions de tonnes qui existent dans le monde. Si on prend en compte le rendement, cela représenterait 10% de la demande globale pour le carburant. Mais l'aviation n'est pas le seul secteur à besoin de carburant durable. C'est le cas également pour le transport routier. Donc, cela va nous permettre de commencer à bouger, à avoir une fondation. Nous avons des cheminements qui ont été approuvés par les organismes, par Nestlé et par d'autres acteurs. Et il est important de les exploiter. Ensuite, par exemple, nous avons l'agrandissement et le développement des technologies existantes avec des cultures différentes, donc produits à base biologique ou des huiles végétales qui peuvent être cultivées sur des terres qui ne sont pas utilisées actuellement et qui peuvent être utilisées pour régénérer des terres.
Donc, en fait, cela pourrait déverrouiller peut-être 150 millions de tonnes. Ensuite, vous avez d'autres déchets agricoles et industriels, des autres matières premières, encore un autre 100 millions de tonnes de plus. Ensuite, vous avez des déchets solides. Là, c'est compliqué de les utiliser et de les nettoyer, mais on peut les utiliser également comme matière pour créer des carburants durables. Peut-être encore 100 millions de tonnes de plus. Ensuite, vous avez les carburants basés sur l'alcool avec des matières premières à base de maïs. Et ensuite, vous avez des solutions ISAF où vous utilisez la puissance renouvelable pour extraire l'hydrogène de l'eau et en même temps, vous allez capter le carbone et cela peut être du carbone basé sur la biologie ou du carbone capté ailleurs. Et dans ce cas-là, vous allez recycler le carbone pour créer un carburant à base d'hydrogène et de carbone. Donc, en fait, il y a toute une gamme de technologies qui peuvent être intégrées. Si vous ajoutez les chiffres que je viens de vous donner, sans parler du potentiel de ISAF, vous voyez qu'en fait, il y a suffisamment de potentiel pour complètement renforcer nos carburants fossiles qui sont utilisés actuellement. Mais il y a un niveau de développement différent selon les technologies et les types de carburants. Actuellement, les matières premières font partie du coût, mais bien sûr, par contre, si vous utilisez des déchets, bien sûr, le coût est zéro pour les matières premières qui viennent des déchets, mais le coût des usines varie également. Ensuite, il faut voir comment est-ce que vous allez financer toutes ces activités. Avec ces nouvelles technologies ont un risque plus élevé et ils ont un risque plus élevé au niveau technologique et au niveau du risque financier en tant que tel. Aujourd'hui, on voit que plusieurs développeurs de projets qui ont du mal à obtenir les financements puisqu'il y a beaucoup de risques et d'incertitudes autour de ces projets. Mais le cheminement existe. On peut voir qu'il y a des possibilités qui pourront être poursuivies. Donc, vous avez dit qu'il faut accélérer. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de progresser? Où se situe le blocage, la barrière qui nous empêche de progresser? En fait, c'est une question du poule avant l'œuf. Si l'œuf coûte plus cher, je n'ai pas de demande, donc je ne peux pas justifier l'investissement. Et c'est là que la politique est absolument essentielle sous une forme quelconque pour nous faire progresser en Europe. Où est-ce qu'on vend le plus de SAF aujourd'hui? C'est aux Pays-Bas et en France. Aux Pays-Bas, ils ont une politique depuis quelques années qui incite les entreprises à acheter le SAF. En France, nous commençons à avoir également un niveau de mandat. Et un de nos plus gros clients, c'est Air France et KLM. Et bien sûr, aux États-Unis également, on voit qu'il y a une adoption, surtout en Californie. C'est également basé sur les réglementations. Ça, c'est un point important. Ensuite, il faut avoir le courage de prendre les décisions difficiles sans que le cadre politique soit clair. Ensuite, les gens se disent vous êtes en avance par rapport à nous. Vous avez plein de SAF que vous êtes en train de développer et vous êtes en train de fournir beaucoup de SAF chez Nestlé. Donc là, il faut être courageux et les grands acteurs doivent être courageux. Ils ont la capacité de construire ces usines et de les faire fonctionner. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut beaucoup d'expertise pour pouvoir construire et faire fonctionner ces usines. Et ensuite, c'est le côté financement. Bien sûr, les grands acteurs avec un bilan suffisant pourront investir plus facilement que les entreprises de développement de projets qui actuellement sont en train de mettre le projet sur les marchés. Actuellement, ils sont à la phase d'obtention des matières premières. On ne sait pas encore s'ils vont pouvoir se financer. Donc, en fait, nous sommes dans une impasse. Vous avez les solutions. Si Ramona le veut, Ramona pourrait l'avoir si c'était disponible. En fait, les gens qui construisent les avions sont d'accord, mais ils ne le fabriquent pas. Qui c'est qui va se lever la main et prendre le risque et résoudre ce problème? L'un d'entre vous. Ça, c'est une question de plaidoyer. Il faut être certain qu'on puisse tous travailler ensemble. Donc, c'est pour avoir un objectif commun. La technologie existe, on peut voler jusqu'à 50%. Aujourd'hui, la capacité existe. Avant la fin de cette décennie, nous allons monter jusqu'à 100%. Les cheminements techniques existent en ce qui concerne ce que nous pouvons mettre dans les avions. Les clients sont d'accord, les producteurs sont d'accord aussi. Donc, on revient toujours au niveau politique avec une association de mandats et d'incitation
et également le cadre qui prend en compte les schémas de réduction de carbone pour pouvoir enregistrer de façon appropriée et transparente la méthodologie qui permet de démontrer les progrès, puisque nous fonctionnons tous avec un budget carbone. Je voulais juste réagir et rajouter que je pense qu'il est important de créer un mouvement ou un déplacement. Ce que nous avons fait depuis ces 2 dernières années en tant que compagnie aérienne, c'est de nous rapprocher au niveau des émissions et de nous comparer et de faire du benchmarking. C'est très important pour augmenter la demande et créer une demande plus rapidement. On travaille là-dessus à KLM. On veut faire participer toute l'industrie, pas seulement les compagnies aériennes, mais toute la chaîne logistique. On fait partie du même écosystème. Nous sommes ici, nous représentons les 3 parties dans la chaîne logistique. On ne peut pas exister l'un sur l'autre, mais on a besoin de pousser pour progresser. Si je peux ajouter, on ne dit pas qu'on a besoin du gouvernement pour résoudre le problème. Nous sommes en train d'agir et nous sommes en train de créer une demande. KLM, c'est un très bon exemple. Ils ont mis en place un programme il y a plusieurs années qui donne des résultats maintenant, avec de plus en plus d'individus et d'entreprises de fret qui choisissent de payer plus de façon volontaire parce qu'ils veulent utiliser plus de SAF. En tant que société, on commence à se rendre compte que les objectifs ont un sens. Donc, on travaille pour financer ce parcours. Le fait est que pour les carburants, pour les avions, doit évoluer et on travaille ensemble pour créer cette demande. Les objectifs de l'Union européenne ne sont pas ce qu'il nous faut. On veut arriver à 10% d'ici 2030. Comment y arriver? On pourra y arriver seulement si on a les clients qui viennent avec nous, qui vont nous aider. Un des discours ce matin disait que le monde est devenu très sceptique. Et j'en prends acte. Et c'est facile de se plaindre en disant que rien ne marche et cela ne marchera pas. Lorsqu'on est dans cette industrie en tant qu'ingénieur, je pense au fait que cette industrie a créé cette époque de voyage sur les avions et ce transport tellement rapide. Cette industrie a lancé des fusées, a mis des hommes sur la Lune et l'industrie a démontré qu'il peut résoudre des problèmes difficiles lorsqu'ils se rassemblent. Je pense à toutes les industries qui existent au monde et je me demande combien de ces industries ont un organisme comme ACAO pour parler de la politique au niveau mondial. Combien d'industries en IATA, un organisme tel que celui-ci, où les compagnies aériennes peuvent parler de leurs problèmes au niveau mondial. Julie en a parlé. Je pense que ce qu'on voit, c'est cette coopération entre l'aviation qui ne travaille pas seulement lui-même pour résoudre ces problèmes que nous avons historiquement, également qui travaille dans le domaine de la transition énergétique et des décisionnaires et les financeurs. Tout le monde essaie de réduire les risques. Lorsque vous le mettez autour de la table, le point important, c'est de trouver les solutions politiques qui vont pouvoir permettre à l'industrie d'augmenter l'échelle. L'industrie doit être plus importante qu'il était actuellement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous avez parlé du mot H aujourd'hui, tout à l'heure. Oui, vous avez parlé de l'hydrogène. C'est vrai que c'est quelque chose qui est controversé quelquefois pour certains acteurs. Là, on voit bien l'importance de la technologie. L'exigence de SAF serait moins difficile à prendre en compte s'il y avait plus de progrès dans les autres domaines technologiques. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire très facilement. Mais votre entreprise, par exemple, je sais que vous êtes tous très fiers de votre histoire. Vous avez fait quelque chose d'impossible plusieurs fois. Pourquoi est-ce que l'industrie aérospatiale ne peut pas trouver une solution plus radicale pour la décarbonisation qui réduirait la pression sur d'autres secteurs? Je ne suis pas trop d'accord pour dire... Je pense que Airbus et Boeing, tous les deux, lorsqu'on parle de la performance des moteurs, ou autres aspects, je ne veux pas réduire les avancées technologiques qui ont eu lieu dans les avions. Depuis 100 ans, on a optimisé les carburants pour les avions. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de technologie et d'innovation qui a lieu.
Quant à savoir qu'on doit commuter tous les systèmes d'innovation vers l'hydrogène, je ne suis pas trop d'accord. Si on parle de l'innovation, on parlait, Jonathan, il parlait de plusieurs façons de créer du carburant, l'électricité verte ou l'hydrogène verte qu'on ajouterait à cette liste. On rendrait ces parcours encore plus propres. Dans ce public, on devrait avoir envie d'avoir plus d'hydrogène vert dans le monde. Il faut voir comment est-ce qu'on va l'utiliser dans notre industrie. Une des premières utilisations sera pour les carburants, que ce soit dans un avion ou dans une cellule hydrogène. Le défi dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il faut progresser d'ici 2050, et on va pouvoir progresser au niveau de nos émissions carbone dans cette industrie. On doit être focalisé là-dessus. Ce n'est pas un message négatif, Tim. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovation qui a lieu, mais ce que j'ai appris, c'est que cela doit être faisable, technique et certifiable au niveau réglementaire. Ensuite, il faut voir combien cela coûte. Et le quatrième élément, c'est est-ce qu'on a réussi à avoir l'impact environnemental qu'on souhaitait obtenir. Donc, on va pouvoir boucler ce cercle. Quelquefois, cela marchera et quelquefois, ça ne marchera pas. Mais je reviens à ce que fait l'industrie, les ingénieurs, les experts, les techniciens et le capital risque. Tout ça, ce sont des éléments positifs pour notre industrie. Julie, est-ce qu'on a un peu de temps? Peut-être. Le projet hydrogène a capté les imaginations des personnes. Maintenant, on se rend compte que cela n'aura pas un impact très important dans le calendrier qui nous reste, même si la recherche est très importante. Lorsque vous regardez en arrière, est-ce que vous pensez que vous avez trop vendu cette idée aux politiques? Maintenant, on pense que vous allez pouvoir donner des solutions magiques. Même les compagnies aériennes me disent, lorsqu'ils vont à Bruxelles, on leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous allez avoir cet avion hydrogène dans quelques années. Quel est votre problème? » Merci, c'était une très bonne question, Tim. Et c'est une question du calendrier, la technologie et l'innovation. C'est vraiment une époque passionnante pour travailler dans cette industrie. Ce n'est pas une question d'avoir trop vendu. Le cible s'agit d'avoir un avion alimenté par hydrogène d'ici 2035 qui sera commercialement viable. Et cela ne va pas contribuer de façon significative aux cibles, objectifs de neutralité carbone d'ici 2030, mais ça n'a pas d'importance. Il s'agit de surmonter les barrières qui existent dans cette industrie à cause des cycles de vie. On doit regarder au-delà de 2050. Donc, il faut associer tous ces leviers dont on a parlé au niveau technologique, les calendriers technologiques et les carburants et la politique également. Mais lorsqu'on travaille avec des instituts de recherche, on n'a pas parlé des aéroports, on doit travailler avec les aéroports également. Il s'agit de la distribution, l'infrastructure, le stockage, la disponibilité. C'est une industrie qui a toujours été en mouvement et cela sera toujours le cas. Donc, on a besoin d'être un pas en avant. Et c'est ce qui va commencer maintenant avec la recherche et les tests. Et nous pensons très fermement que l'hydrogène va nous donner une capacité énorme. Lorsqu'on aura cette solution, ce sera le seul mode de transport qui va permettre de voler n'importe où avec une façon complètement décarbonisée. Donc, c'était une discussion très stimulante. Une dernière question qui demande une réponse oui ou non. GE Aerospace a commandé un rapport qui a été publié hier, une enquête des cadres de durabilité dans cette industrie. 32% de ces cadres ne pensent pas que l'industrie d'aviation va atteindre cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Je suis sûr qu'au moins d'entre vous ne pensent pas qu'on va pouvoir atteindre cet objectif d'ici 2050. Donc oui ou non? Ramona, est-ce que l'industrie aéronautique va arriver à zéro d'ici 2050? J'espère que oui. J'espère que oui. Mais je sais qu'il y a beaucoup de défis. Si on ne fait pas tout ce qu'il faut, mais je préfère dire oui. Une phrase, ou peut-être?
Oui, Julie? Jonathan, oui? Eh oui, donc tout le monde dit oui. Merci beaucoup à tous. Tim, thank you.